Très honoré de vous savoir nombreux à cette heure pour célébrer ensemble le Togo, les 64e indépendance de notre pays, le Togo. Je vous sais connectés nombreux sur le www.afrowebtv.com. Moïse Agbigan, c'est moi, c'est mon nom. Nous recevons des invités prestigieux pour vous, pour discuter donc du Togo. Bien entendu, je vais lever le voile sur l'identité tout à l'heure dans cette émission. Chers amis téléspectateurs, vous le savez, nous sommes en direct également sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Vous nous suivez depuis donc les États-Unis. Nos invités seront donc au Togo, au Canada et puis en Europe. Et aujourd'hui, vous serez nombreux à nous appeler sur le +1 319 462 89 79. Les 64 ans donc de notre pays, le Togo. On s'intéresse aujourd'hui avec ces invités qui nous honorent de leur présence. Il y a déjà des invités et des téléspectateurs qui ont commencé par nous appeler. Merci infiniment de votre fidélité sans cesse renouvelée à votre chaîne préférée Afro-Web TV. Je serai également à la réalisation. Je vous demanderai cette faveur de nous aider à vous servir, bien entendu, au cours donc de cette émission. Mesdames, Messieurs, j'ai le privilège de vous présenter aujourd'hui pour cette émission que nous avons l'habitude de réaliser chaque samedi sur Afro-Web TV. Monsieur Cheheluloson Alphonse Laté Nyamassadi Hefoume, il est économiste, analyste politique. Il est président, disons, coordonnateur du groupe par Pyramide et pour mouvement pour un Togo nouveau. J'espère qu'il va me corriger après si quelque chose manque au courant donc de cette présentation. On le reçoit depuis le Canada. La diaspora est très bien représentée au cours de cette émission. Merci. Alors, depuis l'Europe, nous recevons un aîné, monsieur Koueforson, analyste politique intellectuel de la diaspora, qui nous honore également de sa présence. J'ai le privilège de recevoir dans cette émission pour vous et chez vous aujourd'hui un aîné également dans le domaine du journalisme, monsieur Tété Credo. Il est journaliste et également analyste politique. Il intervient sur beaucoup de chaînes à la diaspora, nécessairement au Togo aussi. Il n'est plus donc une image à présenter pour chacun de nous. Merci monsieur d'être avec nous pour cette émission spéciale que nous réalisons avec votre collaboration. Très rapidement, je voudrais aborder donc la fin donc des campagnes électorales pour les élections, puisque les Togolais se rendront aux urnes pour les élections législatives et régionales. Et ce 27 avril coïncide bien entendu avec les 104 ans donc, de notre pays, le Togo. Mais bien avant donc de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, nous allons faire juste un petit bilan par rapport aux campagnes électorales. Mais je vais commencer par le Togo, notre invité, monsieur Tété Credo, journaliste. Et cher René, comment est-ce que vous allez, comment va la famille, comment va toute l'équipe de la rédaction et surtout donc comment va le Togo? Oui, le Togo en période de campagne électorale se porte très bien parce que, comme vous le savez, cette campagne a commencé depuis le 13 avril et va prendre fin aujourd'hui à 23h59. Donc, tous les états-majors des partis politiques et candidats, même indépendants, engagés dans la course aux élections législatives et régionales, ont mouillé le maillot sur le terrain. Nous les avons vus. Certains ont fait pratiquement une tournée togolaise pour aller chercher des voix, pour aller soutenir leurs candidats qui sont dans les coins reculés. Maintenant, un avis sur le déroulement même de la campagne. Pour une fois, il faut dire félicitations à tous les acteurs politiques, à tous ceux qui sont impliqués, parce que nous avons vécu une période de campagne électorale dans un climat de paix et le fair play également a régné dans les différentes activités de campagne des différents états-majors. Donc, nous assistons et nous pensons que les heures qui sont encore devant nous, d'ici 23h59, qu'il n'y aura pas d'incident majeur et que les partis politiques, aussi bien les militants, les adeptes de ces partis, chacun va dérouler
son tapis dans son coin avec l'espoir d'engranger des voix pour être majoritaire au sein de la nouvelle législature. Voilà un peu, Moïse, le point qu'on peut faire. Et il faut dire que cette campagne électorale a été aussi bien encadrée sur le plan sécuritaire par la force spéciale élection législative et régionale. Et cette force n'a pas ou un seul candidat en lice ou bien en cours, que ce soit pour les législatives comme pour les régionales. Tous les états-majors ont bénéficié de cette sécurité. Ça aussi, il faut remercier le gouvernement, remercier les acteurs, les agents de sécurité qui ont été dévoués à la tâche et dire également félicitations aux professionnels des médias parce que nous n'avons pas enflammé, disons, l'environnement. Merci d'avoir planté le décor, Monsieur Tété Credo. Alors, Monsieur Alphonse Thierry Lawson, je vous sais très bien engagé dans le domaine. Quel est le bilan que vous faites en tant qu'analyste politique pour les campagnes et surtout que les Togolais se rendront aux urnes dans quelques heures? Merci Monsieur Agbenigan pour d'abord l'invitation. Je voudrais d'entrée de jeu saluer tout le peuple togolais, tous les Togolais au Togo et dans la diaspora. Ce jour nous paraît un jour solennel, le jour où le peuple togolais a arraché son indépendance des mains de la colonialité française et qui a propulsé le Togo dans, je dirais, le Conseil des Nations souverains. Malheureusement, ce jour, qui est normalement un jour d'indépendance pour le Togo, ce jour s'est obscurci avec l'assassinat du premier président démocratiquement élu, Sylvanus Olympio, plongeant le Togo dans une nuit noire. Cette nuit noire qui a fait en sorte que s'est établie une dictature sanglante, une dictature de terreur qui a duré 38 ans. Et à la suite de cette dictature, à la mort du président Eyadema, son fils a pris le pouvoir à travers un triple coup d'État, quadruple d'ailleurs, constitutionnel, institutionnel, constitutionnel, électoraliste. Et depuis, il s'est accroché au pouvoir depuis une vingtaine d'années, pratiquement. Et alors, à la veille donc au jour de cette indépendance, il sied tout à fait que nous puissions aborder cette mission avec beaucoup de gravité. Gravité en pensant à tous ceux qui sont tombés, qui ont versé leur sang pour un Togo libre, indépendant et souverain. Gravité aussi compte tenu de la situation politique au Togo aujourd'hui, avec ce coup d'État constitutionnel qui remet en cause les fondamentaux du vivre ensemble, la constitution que le Togo s'est donnée. 98% des Togolais ont voté pour cette constitution. Il se fait que un groupe de personnes qui se dit députés, qui sont des députés nommés, ont perpétré ce coup d'État constitutionnel, plongeant le Togo dans un avenir incertain. Enfin, avec beaucoup de responsabilités parce que il appartient aux Togolais, n'est-ce pas, de pouvoir, dans leur mobilisation générale, de faire en sorte de sauver ce qui fait le sens, ce qui fait la matrice, ce qui rassemble les Togolais, c'est-à-dire cette constitution de 92 qui donne le sens, n'est-ce pas, à notre vivre ensemble. Il faut absolument que les Togolais utilisent justement ces élections pour un référendum, pour confirmer cette constitution et faire en sorte que ceux qui se permettent, c'est de jouer avec les emblèmes de la nation et que ces gens-là puissent complètement, après pratiquement 60 ans de pouvoir kakistocratique, que les Togolais puissent leur montrer la porte. Voilà, donc les enjeux sont très importants. L'avenir de notre pays se joue et la solennité qui donc accompagne cet enjeu mérite justement que nous puissions de façon tout à fait, je dirais,
avec beaucoup de responsabilités, saluer tous les pionniers, n'est-ce pas, de cette indépendance, Sylvanus Olympio et tous ceux qui se sont battus et qui continuent à se battre pour un Togo libre et indépendant. Je voudrais saluer les partis politiques qui, au cours de cette campagne, ont fait preuve de beaucoup de, je dirais, de grandeur d'esprit, qui, malgré la menace, ont quand même mobilisé leurs militants pour aller vers le peuple togolais et expliquer, n'est-ce pas, ce qui se passe, les enjeux, et les amener à exercer leur droit constitutionnel, leur droit de vote, qui est de pouvoir exprimer leur volonté dans les urnes. Nous espérons, et je terminerai là-dessus, nous espérons que pour une fois, le gouvernement militaro-monarchique de Faure Gnassingbé permettra que la volonté des urnes, que la volonté du peuple togolais exprimée dans les urnes vont justement être respectées et que les résultats ne soient pas frauduleux, comme ça a été toujours le cas depuis ces 30 dernières années, et que le peuple togolais enfin aura un parlement légitime, un parlement qu'ils auront choisi, et que ce ne soit pas des résultats complètement fabriqués qui seront imposés finalement au peuple togolais. Merci donc pour cette invitation. Et je pense que l'idée aujourd'hui, c'est que tous les Togolais se rassemblent autour de l'essentiel. Ce qui nous unit, c'est notre constitution. Et cette constitution nous paraît sacrée. Je terminerai pour faire une pensée. En ce jour, à nos prisonniers politiques. Ils sont une centaine dans les geôles de Faure Gnassingbé. Ils sont plus de 2 millions de Togolais à l'extérieur à cause de la situation dans le pays. Ils sont des milliers de Togolais qui ne mangent pas à leur faim, qui ont faim et soif, qui ne peuvent pas faire un repas principal par jour en ce jour de la célébration de l'indépendance. Je peux dire que nous avons acquis, comme le dit Mandela, le droit d'être libre, mais nous ne sommes pas encore libres. Il faut que tous les Togolais se mobilisent pour qu'enfin le Togo puisse avoir la paix, la sécurité, mais aussi l'indépendance, la souveraineté. Merci, monsieur Che Helolosol Nyamassadi Refoumé. Alors, en Europe, on reçoit monsieur Kweforson. Monsieur Kweforson, dans quelques heures, ce sera la fin, disons, c'est le dernier jour des campagnes électorales pour les élections à venir. Votre bilan en tant qu'analyste politique, très rapidement, en 2 minutes 30. Bon, je salue tous les téléspectateurs, téléspectatrices, à tous mes co-panélistes, monsieur Luxon et monsieur Tété. Tout d'abord, je vais planter le décor et je ne vais pas aller trop loin, planter le décor directement. Pour moi, les élections législatives de cette année, 2024, c'est un non-événement. Un non-événement. Et je vais vous décrire pourquoi. Le contexte peut se résumer, le contexte togolais peut se résumer à une situation de crise liée à l'existence d'un régime qui ne favorise pas la reconnaissance des droits des citoyens et l'épanouissement des Togolais. À la mort du président Gnassingbé Eyadema en 2005, les Togolais ont développé l'espoir de l'avènement d'un état de droit démocratique. Mais le contexte de la venue du président Faure n'a rien changé au sujet des éléments de la crise. Au contraire, on a l'impression que les élections semblent devenir le nouveau mode de légitimation d'un régime pourtant contesté. Dans un contexte où la pauvreté a augmenté, où il y a des problèmes d'injustice sociale qui proviennent d'une mauvaise répartition des richesses, et enfin, où des choix économiques inopérants se transforment par le vécu quotidien des citoyens, le régime à l'origine de cette situation peut-il toujours gagner sur une période de 20 ans les élections qu'il organise? En effet, de 2005 à 2020, nous avons connu 8 élections. 8 élections de 3 types différents. Élections présidentielles, 2005, 2010, 2015 et 2020. Élections législatives, 2007, 2013, 2018 et élections locales, 2019. Le pouvoir FPT Unir les a toutes gagnées. Toutes gagnées. Sommes-nous véritablement en face des élections crédibles et transparentes? Par ailleurs,
dans la mesure où les élections donnent toujours lieu au cycle élection, contestation populaire, répression des manifestants. Des citoyens togolais se posent des questions. Les élections peuvent-elles encore être un outil d'alternance au Togo? Ne sont-elles pas plutôt utilisées pour maintenir le pouvoir EPT en place? Aurait-il un mécanisme qui permet cela? Et comment? Voilà le contexte dans lequel nous sommes. Et pour répondre à ces questions, il faut te poser 5 questions. Qui organise les élections? Qui vote? Pour qui vote-t-on? Comment vote-t-on? Comment décide-t-on de qui a gagné? Mais l'année dernière, en 2023, j'avais dit ici que les élections, c'est pour moi des événements non fondés. Pourquoi? La première chose, c'est que toutes les structures du régime, les préfectures, sont gérées par le pouvoir. Tous les démembrements, tout le processus est géré par le pouvoir. Comment voulez-vous gagner une élection comme ça? Quand vous prenez le code électoral pervers et biaisé, vous ne pouvez pas gagner les élections. Donc ceux qui pensent qu'ils vont gagner les élections, vraiment se trompent. Je vous rappelle, en 93-94, quand le CAR et le UTD ont gagné les élections, 36 voix plus 7, ça fait 42. Le pouvoir EPT a décidé que l'opposition ne gagnera plus aucune élection au Togo. Monsieur Forson, je ne vous arrête pas, mais vous ne répondez pas à ma question posée. Le truc est que je sais que vous êtes déjà dans les méandres des grandes questions que nous allons aborder, mais ce que je vous demande, c'est le bilan que nous pouvons faire à la fin de ces campagnes électorales. Pour l'heure, c'est ce que les Togolais veulent savoir. En 30 secondes, qu'est-ce que vous retenez en tant qu'analyste de ces campagnes électorales? Vous me parlez de campagne à laquelle je ne crois pas. Vous me parlez de campagne où les gens ont fait dans le pays, vous parlez de quelle campagne? Vous n'avez qu'à voir les exhibitions qu'ils ont fait. Le média est à eux. Ceux qui font les campagnes, regardez. Qui ont les moyens? Qui déploient les moyens de l'État? D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis que pour moi, ce n'est pas un événement, c'est un non-événement, ces élections-là. Et vous serez étonnés. La semaine prochaine, les résultats, nous, on les connaît déjà. Hein. On les connaît, je vous donnerai après. Nous, on les connaît déjà, les résultats qui vont sortir. On les connaît déjà. Donc, quand je vais vous donner, vous notez ça, vous allez voir après. Donc, l'opposition ne gagnera pas les élections législatives. Merci, monsieur Forson. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Je prierai donc nos invités de ce jour de se prêter à mon jeu, puisque en 2 minutes 30 secondes, vous aurez l'obligation de répondre à toutes nos questions posées. On a toute une pléiade de questions à vous poser pour éclaircir surtout la lanterne de nos téléspectateurs et des amis internautes qui nous suivent. Et nécessairement, tous ceux qui nous suivent sur Internet ou sur notre média frowebtv.com, vous pourrez vous aussi nous appeler sur le numéro affiché à votre écran et nous vous donnerons juste 2 minutes pour intervenir au cours de cette émission et une occasion encore une fois pour nous d'aller à toutes les précisions, surtout pour toucher tous les points saillants donc de cette émission. Alors, monsieur Tété Credo, on a vu le chef de l'État togolais libérer plus de 800 prisonniers politiques, 800 prisonniers au total, plus de 800. Alors, et puis, il y a eu quelques incidents lors donc des campagnes électorales. Quel sera, en termes clairs, votre dernier mot et que retenez-vous en tant que citoyen togolais pour ces campagnes en 2 minutes, puisque je vais passer à une autre étape de notre émission juste après ce tour de table. Merci beaucoup, Moïse. Je vais commencer par la campagne. Nous sommes pratiquement en fin de campagne électorale. Donc, il faut dire, à part quelques incidents qui ont émaillé la campagne, qui ont été relevés par la force spéciale élection, donc je dirais que tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé et tous les acteurs convergent sur un seul point de vue, c'est que pour une fois, les campagnes n'ont pas été émaillées de violence. Donc là, il faut dire félicitations, pas seulement au gouvernement d'avoir su mieux organiser les choses, mais surtout aux acteurs politiques qui sont impliqués dans ces élections, aussi bien législatives que régionales. Donc ça, c'est le premier
aspect de mon intervention et parlant même de la fête de l'indépendance du Togo. Aujourd'hui, ça fait 64 ans. 64 ans, il faut tabler sur un passé historique assez riche, mais également noter les transformations qui ont été les transformations spectaculaires qui ont été aussi faites, qui ont façonné notre nation moderne. J'espère que nous reviendrons sur les aspects un à un pour essayer de réfléchir sur ce qui est, sur ce que nous souhaitons encore pour notre Togo. Donc, et si vous le permettez, je voudrais souhaiter à tout ce plateau bonne fête de l'indépendance et à tous ceux qui nous suivent bonne fête de l'indépendance parce que c'est le Togo qui nous rassemble, c'est le Togo qui nous réunit. 64 ans d'indépendance, certes, c'est un passé historique riche, mais on parlera également d'avancées majeures depuis l'indépendance, aussi bien sur le plan économique que sur les progrès sociaux et infrastructures. Nous allons aussi aborder, si le temps nous permet, la question de la stabilité, de la maturité politique, les avancées de la décentralisation et comme le décor est planté, nous reviendrons également avec plaisir sur l'adoption de la nouvelle constitution le 19 avril dernier. Merci, Monsieur Tete Credo. Monsieur Alphonse Tcherelo Yamassadi Refome, vous avez parlé donc des prisonniers politiques. Le chef de l'État togolais a libéré plus de 808 prisonniers et on a noté également quelques incidents au cours donc de ces campagnes électorales. Qu'en dites-vous en 2 minutes, la conclusion pour cette première partie de notre émission? Ben, nous remarquons que depuis que nous nous battons, le mouvement Pyramide se bat pour la libération des prisonniers politiques togolais. Parmi les prisonniers libérés, nous ne voyons pas que les prisonniers politiques sont libérés. Alors, on ne peut pas comprendre que le jour de l'indépendance, c'est-à-dire que les Togolais, les pères de l'indépendance se sont battus pour que les Togolais soient libres et on maintient encore les Togolais dans la torture, dans des traitements inhumains dégradants et que ces Togolais ne peuvent pas jouir aussi, n'est-ce pas, de cette liberté pour laquelle les pionniers, les pères, nos ancêtres ont été assassinés. Si nous sommes libérés de la France coloniale et que nous ayons obtenu notre indépendance, et l'indépendance n'a de sens que si les Togolais sont libres, malheureusement, avec ce que la France-Afrique a fait, en assassinant le président Sylvanus Olympio et en captant encore l'indépendance du Togo et en le gérant par une seule et même famille qui, sur les 64 ans d'indépendance, font 60 ans au pouvoir, une seule et même famille de père en fils. Et ils ont transformé le Togo en une prison à ciel ouvert où le bilan est catastrophique. Plus de 10 000 morts, plus de 2 millions de Togolais à l'extérieur et ceux qui sont restés, une centaine de prisonniers politiques. Les autres sont résignés. Et comme l'a dit tout à l'heure mon copanéliste, les Togolais ne mangent pas un repas principal par jour. Les conditions de vie sont exécrables. L'hôpital, le seul d'ailleurs qui est de renommée, Sylvanus Olympio, où les bébés n'ont même pas de couveuse. Les gens meurent les femmes meurent en couche. Les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Alors c'est un bilan catastrophique pour la gestion de ce pays, et ça prend justement que les Togolais se révoltent, aillent vers la rupture avec ce régime, parce que non seulement sur le plan gestion, ça a été chaotique, mais aussi en termes de bilan humain. Alors, les Togolais, les prisonniers politiques togolais doivent être libérés. Et en premier lieu, il y a le frère du président lui-même, de Fagne Gnassingbé. Yakpacha Gnassingbé, ça fait plus de 15 ans qu'il a été condamné. Malgré ces conditions, sont maintenus en prison. Le commandant Ati aussi est en prison, alors que cette condamnation ne relève que d'un imaginaire de Fagne Gnassingbé. Voyez-vous? Alors, si on revient aux Togolais qui ont été arrêtés dans les manifestations de 2017, on ne comprend pas pourquoi ces Togolais sont maintenus en prison, sont torturés
rappelez-vous que dans le code électoral togolais, il n'y a pas de peine de mort. Néanmoins, les Togolais arrêtés ne sont même pas jugés. Ils sont torturés jusqu'à mort sans suivre. Alors, on a décompté plus de 7 de nos camarades. D'ailleurs, il y a un 8e qui sont assassinés en prison sous l'effet de la torture. Et ces personnes qui les ont assassinés sont connues. Les camps dans lesquels ils ont été assassinés, ces responsables, ces chefs de corps, on les connaît. Mais de toute façon, c'est des crimes imprescriptibles et ils paieront un jour pour leurs crimes. Chaque Togolais est tué, chaque Togolais assassiné, ben les responsables un jour paieront pour leurs crimes parce que ce n'est pas normal qu'en ce 21e siècle, on puisse traiter un Togolais, un frère, une sœur comme des bêtes de somme, comme des gens, comme des animaux. Ce n'est pas normal. Et ça, c'est la responsabilité de Faure Gnassingbé et de son régime qui continue par martyriser les Togolais. Parmi les prisonniers, il y a une dame, Léla Traoré. Depuis 2018 qu'elle a été arrêtée, mais elle n'a même pas été jugée. Et depuis 5 ans, comment? Pour tout simplement, on vous arrête, on ne vous juge pas, on ne sait pas si c'est des détentions ad vitam et le système de justice est complètement corrompu et on maintient, mais c'est pas normal. C'est pas normal. On doit libérer ces Togolais immédiatement parce qu'ils ont droit à la justice. Ils ont droit de savoir pourquoi on les a arrêtés et si on les condamne, mais qu'on sache pourquoi on les a condamnés. Comment les garder en détention provisoire de plus de 5 ans? Leurs conditions de vie se dégradent, la santé, ils sont complètement en lambeaux et on continue toujours pas les torturer dans ces conditions. Alors, les 800 prisonniers exécutés, les 800 prisonniers libérés parce qu'ils sont en fin comment on l'appelle, du temps de leur condamnation, ça fait partie de l'ordre des choses. C'est même prévu par la loi qu'un prisonnier qui a épuré complètement son temps de détention, eh ben, dans les derniers moments, on peut toujours le libérer. Donc, ils sont admissibles à des libérations conditionnelles. Nous parlons des prisonniers politiques, ceux qui, pour tout simplement avoir manifesté dans la rue, tout simplement pour avoir une opinion contraire, et qu'on maintient dans les prisons, qu'on torture, qu'on soumet à des traitements inhumains dégradants, eh bien, ces personnes-là, nous ne comprenons pas pourquoi Faure Gnassingbé les maintient en prison. Merci. Et que ceux qui sont les tortionnaires, au niveau de la gendarmerie, au niveau comment on l'appelle, leur service d'investigation, au niveau des prisons, au niveau du système judiciaire, ces juges-là qui continuent par fermer les yeux sur ces on y reviendra, M. Lawson. Ces gens-là vont être, nous les documentons et puisque c'est des crimes imprescriptibles et le Togo, les hommes passent mais le pays reste, si eux-mêmes ne sont pas jugés, leur progéniture, merci M. Lawson, le temps est épuisé. Paieront pour le crime qu'ils sont en train de commettre aujourd'hui. Alors, M. Kweforson, aujourd'hui nous sommes probablement à quelques heures donc des campagnes électorales. On parle également donc de la libération des prisonniers politiques. En 2 minutes 30, quel est le bilan que vous faites sur ce plan? Et c'est en bonne augure. Je ne sais pas si M. Lawson a des preuves sur ce qu'il vient de dire, si tous les prisonniers sont à terme donc de leur durée de condamnation, mais bon, ce qu'il dit l'incombe lui-même. Alors, et vous, M. Kweforson? Tout d'abord, je voulais rappeler à nous tous, nous ne sommes pas indépendants, d'accord? Nous ne sommes pas indépendants, arrêtez de dire on est indépendant, on n'est pas indépendant, d'accord? Donc, la chose que nous devons savoir faire, c'est comment nous devons prendre en considération ce que les uns et les autres font pour faire évoluer la nation. Je ne peux pas aujourd'hui jeter en pâture tout ce que le gouvernement fait. Il a fait aussi des choses qui sont bien. On en revenait tout à l'heure. Moi, je suis objectif et pragmatique sur des points. Gouverner, c'est pas facile. Gouverner, c'est très difficile. Et je voulais aujourd'hui que les gens comprennent une chose. Que M. le Président libère les prisonniers, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas
à la veille ou bien de la fête d'indépendance qu'il faut libérer. Il faut que le président aille voir l'état de la dignité humaine qui a bafoué dans les prisons. Il faut que le président, même si je suis convaincu qu'il est entouré de narcissiques déloyaux et que diriger, souvent, ceux qui vous entourent sont vraiment ceux qui parfois vous guident bien ou vous mettent dans le mauvais chemin. Mais une chose est sûre, le peuple togolais a trop souffert. Tant de morts, tant de familles endeuillées, tant de personnes exilées, morts hors du pays, à cause de la politique togolaise, à cause de vouloir garder tout seul le pouvoir. Mais au cours de cette émission, j'aimerais dire que toute chose dans la vie a une fin. Et j'annoncerai à la fin de cette émission une très bonne nouvelle au peuple togolais. Mais pour cet instant précis, chacun a fait et continue de faire le peu pour que le Togo progresse. Et je ne peux pas dire que pendant les 20 ans que le président Faure Gnassingbé fait, ou Yadima Gnassingbé a fait 38 ans, ils n'ont rien fait pour le pays. Ça, je ne dirai jamais ça. Monsieur Forçon, il n'a pas encore fait 20 ans. Il n'a pas encore fait 20 ans. Il finit l'année prochaine. S'il peut finir, je ne sais pas. C'est 20 ans. Donc, ça veut dire que ça fait 20 ans, puis ça fait bientôt 58 ans. Donc, ce que j'ai dit, c'est que c'est le même clan qui gouverne. Et nous sommes des millions, 8 millions de Togolais, 8 millions 100 Togolais, et plus de 2 millions 500 à l'extérieur. Comment pouvons-nous dire? C'est que du bon sens. Comment pouvons-nous accepter qu'un seul clan, un individu, gouverne une nation pendant 57 ans? Comment? C'est du bon sens. C'est du bon sens. Donc, Monsieur Forçon, il vous reste 30 secondes. On en reviendra tout à l'heure. Et donc, pour terminer, ce que je veux dire, c'est que il est temps que ceux qui nous gouvernent aient l'humilité nécessaire de comprendre que les choses changent. Le monde évolue. On ne peut pas gouverner comme avant. Et que les lumières sont partout. On voit tout, on sait tout. Au moment où vous bougez, on sait tout, on voit tout. Je vous remercie. Merci à tous et à chacun de vos chers amis téléspectateurs. Vous êtes sur AfroWeb TV. Merci de votre fidélité. La ligne est ouverte en cet instant sur le plus 1 319 462 89 119. Nous allons maintenant aborder donc le vif du sujet des 64 ans du Togo et le bilan que vous faites sur le plan socio-économique de notre pays, le Togo. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'au Togo, 3 piments coûtent désormais 100 francs, ce qui rend un peu plus la vie du Togolais lambda très difficile. Et le SMI est à 52 500 francs. Et nous savons aujourd'hui donc le budget de l'État pour l'année. Et ma première question pour cette partie, monsieur Tété Credo, comment va le Togo sur le plan socio-économique? Oui, mais Moïse, donc je crois qu'il y a des efforts qui sont sur le plan socio-économique pour que les Togolais puissent se sentir à l'aise. Il y a des actions qui sont mises en œuvre par le gouvernement pour soulager le panier de la ménagère. C'est vrai également que lorsque on est dans une posture de ne pas reconnaître le minimum qui est fait pour espérer un maximum, donc on sera en tout moment dans la logique de critiquer pour critiquer. Moi, je voudrais aborder ce sujet plutôt sur l'aspect, comme je le disais, dans un récent développement, sur les avancées majeures depuis l'indépendance, depuis 64 ans, en parlant justement de l'aspect du développement économique. Et pour le développement économique, qu'est-ce que j'ai retenu? Il faut dire que le Togo a maintenu une croissance annuelle moyenne qui est impressionnante de 5% au cours de la dernière décennie. Donc ça, c'est un point très important. Donc mes co-débatteurs pourront confirmer ou infirmer, mais également, il y a l'aspect de la revitalisation de notre agriculture
et des transformations qui sont opérées au niveau du port autonome de Lomé, qui est aujourd'hui devenu un port hub logistique majeur en Afrique de l'Ouest. Et cela a contribué à stimuler notre économie et à créer des emplois. Et comme le disait M. Koueforson, on ne peut pas dire que tout est noir dans la gouvernance de M. Faure Gnassingbé, mais il y a eu des progressions, mais qu'on ait aussi cette humilité de relever ce qui a été déjà fait pour faire des projections tout en formulant le vœu que des choses soient encore faites pour l'amélioration du vécu quotidien des Togolais. Donc moi, c'est dans cette marche que je voudrais me situer. Et comme la perfection n'est pas de ce monde, l'adulte apprend en faisant. Et lorsqu'on met en pratique, disons, un mode de gouvernance, à la fin de la soirée, il y a toujours un bilan qui est fait, il y a toujours des conclusions qui sont faites. Et si vous le permettez, pour chuter mon intervention, je voudrais rappeler à monsieur Forson, oui, il l'a dit, que dans l'évolution socio-politique, bien socio-économique de notre pays, il y a eu d'énormes efforts qui ont été faits, des efforts qui doivent être perpétués. Aujourd'hui, nous savons quels sont les points forts et les points faibles de notre économie. Donc, chacun devra y contribuer. C'est là où je voudrais saluer, disons, les actions des acteurs de la diaspora. Les acteurs de la diaspora ne sont pas tous des exilés politiques ou bien des gens qui ont eu des soucis politiques, même si d'autres, par la force des choses, se sont transformés en exilés politiques. Mais il y a cette force de proposition au sein de la diaspora qu'il faut saluer aujourd'hui, des gens qui ne végètent pas dans les critiques stériles, mais qui font des contributions. Si nous considérons également l'apport sur le plan économico-financier de la diaspora, aujourd'hui, sur la caisse des familles, la diaspora agit énormément. Je me demande même s'il n'y a pas une certaine diaspora qui est consciente, comment est-ce que certaines familles allaient joindre les deux bouts durant tout un mois. Donc, c'est dire, la diaspora togolaise est aussi productive. Il faut dire merci à tous ceux qui font partie de cette diaspora, qui proposent, qui agit, mais pas ceux qui restent dans des critiques stériles, qui pensent qu'il faut à tout moment faire le procès pour le procès. Voilà un peu les points que je voudrais dire, mais je ne sais pas si j'ai encore quelques secondes, mais il faut également souligner que depuis 64 ans aujourd'hui, il y a également des progrès sociaux et en matière d'infrastructure. Pour ceux qui sont diaspora, qui ont eu cette opportunité de revenir, disons, rien que dans la capitale Togo, ils vont voir que des efforts, je dis bien, des efforts qui sont faits. Paris ne s'est pas construit en un seul jour, Rome ne s'est pas construite en un seul jour. Donc, c'est en marche d'escalier, c'est avec le concours de tous les Togolais qu'on va développer notre pays et le hisser là où nous voulons. Donc là, également, je voudrais énumérer les avancées, Moïse, notables en matière d'éducation, avec un taux de scolarisation aujourd'hui qui est proche de 95%, et en santé où nos efforts drastiquement réduisent la mortalité infantile. Je ne dis pas qu'il n'y a plus des efforts à faire dans ces domaines d'éducation et de santé. Je serais content que nos hôpitaux soient mieux équipés et que le système éducatif réponde aussi totalement, disons, aux besoins du marché du travail. Donc voilà un peu les points que je voulais souligner. Merci. Alors, en tant qu'analyste politique, en tant qu'économiste, Monsieur Alphonse Relolo Son Yamassadi, Laté Foumé, quel est le bilan que vous faites? Vous êtes un intellectuel de la diaspora, vous êtes à la tête de plusieurs associations ici à la diaspora. En tant qu'économiste, comment va le Togo économiquement ou socialement? Ben, il me semble que le Togo est dans un état comateux. Le Togo est malade. La gestion est catastrophique. Le problème, c'est que le Togo est gouverné par une équipe
qui a choisi la kakistocratie, c'est-à-dire le gouvernement des mauvais pour une gestion mauvaise avec des résultats mauvais. Dans cette situation, il faut saluer les Togolais. Les Togolais qui, malgré les conditions difficiles, se battent chaque jour pour leur survie. Ils travaillent fort. Ils essaient de joindre les deux bouts. Ces Togolais font preuve de résilience extraordinaire. C'est grâce à eux que le Togo existe encore aujourd'hui. Nos mamans qui chaque jour se lèvent à 4 heures du matin avec leur étalage et qui font tout pour nourrir, n'est-ce pas, la famille. Malgré leurs efforts, leurs marchés sont régulièrement brûlés. Le marché de Lomé, le marché de Kara, le marché d'Aguenivé, et elles ne sont pas indemnisées. Les travailleurs qui se lèvent tôt, qui vont travailler et qui, leur salaire reste complètement en dessous de la norme régionale. Même si le SMIC a été augmenté récemment, eh ben, ça ne se reflète pas nécessairement sur le pouvoir d'achat de l'ensemble des travailleurs togolais. Les conditions de travail sont exécrables et dans cette situation, eh ben, ceux qui ont la responsabilité se permettent, comme le ministre Kokoroko, de renvoyer, s'inédier, tout simplement, des enseignants parce que ces enseignants ont réclamé leurs conditions de vie et de travail, des conditions meilleures. Le Togo, je dirais, une équipe, un gouvernement qui marche sur la tête. Et quand on convoque les agrégats économiques, on se demande comment ces gens, c'est avec quelle conscience ces gens assument leurs responsabilités. Quand vous voyez la dette du Togo, c'est incroyable. Comment on peut endetter ce pays aussi, de façon aussi exponentielle? Chaque jour, le ministre de l'économie est en train de chercher à s'endetter sur le marché de la sous-région. Vous voyez comment la dette togolaise, et cette dette-là équivaut à la richesse du président Faure Gnassingbé, de sa richesse personnelle. Voyez-vous? Et donc, la situation togolaise est tellement catastrophique que parfois, quand on se prend sur les agrégats économiques, on est complètement dans, je dirais, dans un cas atypique. Vous voyez? Et donc, je ne voudrais même pas m'attarder sur ces agrégats parce que ça n'a pas de sens dans la mesure où on se permet, au niveau, par exemple, au niveau du tissu économique, la plupart de nos banques, tous ces joyaux nationaux sont complètement jetés, n'est-ce pas, aux gémonies, aux étrangers. Quand vous prenez les phosphates, vous prenez le pétrole, vous ne les voyez même pas dans le budget national. C'est des choses que Faure Gnassingbé a privatisées personnellement. Le Togo est géré comme une propriété privée, pas comme un État. Et donc, c'est la corruption à haute dose, c'est la gabégie, c'est complètement le désordre. Comment vous imaginez que la situation sanitaire du Covid qui a affecté pratiquement tous les pays du monde, le Togo s'est endetté à raison de 400 milliards dans cette dotation, eh ben, tout un budget nous a été présenté, la gestion de ces fonds et qui ont été constatés par la Cour des comptes établit des malversations. Jusqu'à présent, Faure Gnassingbé n'a pris aucune mesure contre ces ministres qui se sont arrangés, n'est-ce pas, de détourner ces fonds au détriment du peuple togolais. On nous dit que ces fonds ont servi, par exemple, et c'est le ministre Kokoroko qui fait un rapport, que c'est pour tuer des cafards.
On nous dit que ces fonds sont servis pour construire des parkings. Mais c'est incroyable. On nous dit que ces fonds ont été utilisés pour acheter des sacs de riz. 20 secondes. 8 milliards. 8 milliards, et ça, c'est le ministre a dit. Alors, vous voyez, donc cette équipe-là qui gère le Togo de façon comme une mafia, comme une propriété privée, d'enrichissement personnel, eh bien, quand on veut faire un bilan économique, les agrégats ne sont pas au rendez-vous, et c'est pourquoi on comprend que les Togolais sont de plus en plus pauvres, sont exposés à la faim, à la soif, aux conditions de vie extrêmement exécrables. Donc, ce qui me semble que si on veut faire un bilan sur le plan économique, c'est un bilan tout simplement catastrophique. Sur le plan social, c'est encore plus catastrophique. On va en revenir, monsieur Lassane. On va à l'intérieur du pays. Monsieur Lassane, on va en revenir. On a un téléspectateur ou une téléspectatrice en ligne qu'on va recevoir très rapidement. Téléspectatrice, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle car j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que les Togolais qui sont à l'extérieur ne sont pas en capacité de pouvoir voter, participer au débat qui a lieu actuellement au Togo. Moi, je trouve ça absolument scandaleux que déjà de cacher un texte pour lequel l'ensemble des concitoyens qui forment la nation togolaise sont censés avoir accès. J'ai entendu un député sur une radio que je ne nommerai pas une radio togolaise qui assénait qu'en France, les citoyens français n'ont pas accès au texte avant qu'il soit voté. Or, sur le site de l'Assemblée nationale française, nous avons accès à l'ensemble des projets de loi, nous avons accès aux commissions de loi, puisque c'est diffusé en direct, nous avons accès au replay. Et ce dernier disait également que le texte, une fois qu'il est promulgué, que c'est là que la nation togolaise a connaissance du texte. Donc moi, j'aimerais savoir comment est-ce que les citoyens togolais qui sont de la diaspora et du pays sont considérés par l'État au Togo, si vous voulez que le pays aille de l'avant. Nous avons l'impression que les Togolais sont dans une forme de néocolonialisme forcé, ne peuvent pas participer à la vie. Le politique est l'œuvre de la société. Je ne parle pas de démocratie ni de forme de régime, mais je parle bien du pouvoir donné au peuple que de mandater des individus pour les représenter. Or, ces députés qui se présentent ne sont pas représentés par l'ensemble de la nation togolaise, puisque déjà paraît-il qu'il n'y a que 2 millions de Togolais qui ont une carte nationale d'identité. D'autre part, nous ne savons pas comment les scrutateurs sont nommés. Je ne pense pas qu'il y ait de scrutateurs. J'ai même entendu que le diocèse togolais ait proposé à ce qu'il y ait des scrutateurs qui viennent justement dans les bureaux de vote. Cela a été refusé au motif de savoir quels sont les fonds du diocèse togolais. Je ne suis pas spécialiste de la loi togolaise ni du code électoral. Néanmoins, je trouve ça curieux puisque les scrutateurs en général sont des personnes lambda à qui on demande dans les bureaux de vote partout dans le monde s'ils veulent bien rester à la fin pour pouvoir décompter les voix et observer les choses. Donc c'est absolument frustrant parce que nous aimons tous le Togo. Le Togo appartient à tout le monde, quelle que soit la ville, quelle que soit l'ethnie dont la personne provient. Seulement, certains Togolais ont l'impression d'être en néocolonialisme forcé d'être ailleurs et ne pouvoir venir à Lomé que durant les vacances ou pendant des moments, pendant du business. Nous aimons tous le Togo. Merci. Le Togo. Et donc voilà, moi c'était, je suis contente d'avoir pu passer à l'antenne et j'espère que cela ira dans les oreilles de l'ensemble des personnes qui se disent de l'opposition ou des personnes qui passent sur les plateaux, etc. pour faire comprendre à l'État qu'il y a des Togolais qui sont motivés, qu'il y a des Togolais qui aiment leur pays, qu'il y a des Togolais qui ont envie d'avancer et qu'il y a des Togolais aussi qui, depuis qu'ils sont petits, ne connaissent que le même nom de famille au pouvoir, ce qui est absolument curieux. Donc si l'on veut que la démocratie, que le régime parlementaire, qu'il y ait de la vacance du souffle dans la vie politique togolaise, il faut nécessairement que chaque personne, quelle qu'elle soit, puisse se présenter à des élections claires, nettes, précises et dont
Merci. Je vous remercie pour le travail. Rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. La parole. Comment? Rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Mélanie, monsieur. Merci de nous avoir appelé, Madame Mélanie. Très bien. Au revoir. Au revoir. Sur l'émission. Merci. Alors, Monsieur Kweforson, dites-nous, qu'est-ce qui a changé au Togo, selon vous, à l'issue donc de ces 64 années sur le plan socio-économique? Tout d'abord, je voulais remercier la dame Mélanie qui vient d'intervenir. Bon, on reviendra tout à l'heure sur ce sujet. Mais bon, parlons d'abord de Credo. Mon frère Credo, tout à l'heure, parlait d'une croissance économique depuis cette dizaine d'années de 5%. Oui, la croissance, oui. Mais à quoi sert une croissance à 1 ou à 2 chiffres si la population ne trouve pas à manger et ne trouve pas à avoir une vie paisible, décente dans sa nation? La deuxième chose que je voulais dire est surtout par rapport à l'agriculture. Oui, il y a un effort louable qui a été fait par rapport à l'agriculture. Ça, je ne nie pas ça. Mais le problème, même au niveau du port autonome et de Lomé, il y a aussi un effort qui a été fait. Le troisième qui a été fait, mais avec une structure qui a été fait par Bolloré, mais avec une somme exorbitante. Donc ça, on en parlera pas de ça. Mais par contre, ce que je veux soulever, qui est vraiment important, c'est le problème du Togo. Depuis 64 ans, aujourd'hui, c'est une question de la reddition des comptes. La reddition des comptes n'a jamais été faite. La rigueur dans la gestion de la chose publique. Et surtout, comme l'a dit tout à l'heure mon frère Lawson, la corruption, la gabegie de certaines personnes. Comment pouvez-vous imaginer qu'on a octroyé de l'aide venant de l'extérieur et que les concitoyens détournent ces aides? Comment pouvez-vous penser que des ministres détournent de l'argent sans rendre compte? Comment pouvez-vous penser que aucun ministre, aucun chef d'État, même aucun directeur de cabinet, tous les grands corps n'ont jamais rendu compte? Même les députés ne peuvent pas interpeller des ministres pour qu'ils viennent rendre compte de leur département. Oui, mais Monsieur Forson, je ne vous arrête pas, mais comme nous sommes en télé, il faudrait donner également les sources et les preuves pour que les téléspectateurs qui nous suivent puissent être au même pan ou au même niveau que nous de compréhension. Quand mon frère tout à l'heure, M. Lawson disait que la gestion de Covid, nous avons eu un prêt de 400 milliards et que cette gestion n'a pas été, et la Cour des comptes a rendu a donné un compte rendu, mais le compte rendu, on n'a pas interpellé les gens. Et quand j'entends des ministres qui disent ils ont acheté du riz à 31 millions et du haricot et 8 millions, c'est-à-dire que au fait c'est ça. Le problème du Togo, c'est ça, c'est la mauvaise gestion et surtout le manque de visibilité et de fiabilité de ce que nous faisons. Il y a une chose qui me tient à cœur, c'est le fait que on a des ministres cumulards de fonctions, des gens ils cumulent beaucoup de fonctions. Et ils rendent compte. Je vais donner un exemple très simple. Dites-moi, en ce moment précis, qui est le ministre de l'Intérieur? D'accord? Il est encore ambassadeur. Hein? il est encore ambassadeur. Vous avez vu ça où? Ils posent des actes. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font en fait. Vous prenez le ministre Bawara, qui, il y a quelques années, nous a dit que le régime parlementaire n'a pas de sens.
Et aujourd'hui, ce même ministre vient nous dire la même chose. En fait, arriver à ce niveau-là, ça veut dire quoi? Que le système est en panne. Le système est à bout de souffle. Le système togolais, quand vous continuez trop, vous n'avez plus la visibilité pour conduire une nation et avoir l'inquintessence de guider une nation vers un chemin tracé. Le mal togolais, c'est la vérité des comptes. Merci. La justice et l'équité dans tout ce que nous faisons. Le Togolais est un travailleur. Le Togolais est honnête. Le Togolais est admiré partout dans le monde. Mais ceux qui nous dirigent ont érigé un système qui permet aujourd'hui que nous sommes ridiculisés à l'extérieur. Merci, monsieur. Et ça, Kweforson. on va... Je vais terminer 2 secondes, s'il te plaît. Ça, je ne veux pas m'attarder là-dessus, parce qu'il faut qu'on avance. Nous avons, tout à l'heure, à donner des idées. Ce qui manque, j'ai vu un truc qui m'a... Là, je vais dire, souligner, un truc qui m'a plu. Et là, je vais dire, ça m'a plu. C'est que quand l'effort qu'ils ont fait pour les passeports, ça, je tiens à les féliciter, parce qu'avant, il y avait trop de corruption pour faire les passeports. Aujourd'hui, il y a un délai, tu passes, tu poses, tu reçois ton passeport. Ça, il faut pouvoir féliciter quand il y a des choses qui sont bien, qui commencent à être bien. Il faut féliciter ça. Par contre, il manque de rigueur, il manque la reddition des comptes. Et c'est la tête qui est pourrie. J'ai dit. Merci à vous, monsieur Kweforson. Une chose donc est d'énumérer les problèmes. L'autre aspect que nous privilégions au cours donc de nos émissions sur AfroWeb TV, c'est d'énumérer, de proposer juste des solutions concrètes. Monsieur Tété Credo, alors dites-nous, sur le plan socio-économique que nous abordons aujourd'hui, c'est vrai qu'on pourra faire toute une émission de 2 heures de temps sur cet aspect, mais quelles sont les solutions idoines sur le plan socio-économique que nous tous, diaspora, Togolais ou Bercail, peuvent apporter aujourd'hui donc à tous nos problèmes socio-économiques que nous avons au Togo? Et comment voyez-vous le Togo 64 ans après sur le plan socio-économique? Oui, merci Moïse. Donc, je crois que l'une des propositions qu'on doit faire, donc je crois que cela découle même de ce débat d'idées que nous sommes en train de faire. Donc, à partir de ce débat, des idées vont jaillir et je crois que les gouvernants, ceux qui ont aujourd'hui la chance de gouverner notre pays, vont, je l'espère bien, prendre connaissance de toutes les propositions et également de toutes les critiques qui sont faites ici pour améliorer la gouvernance. Et moi, je pense que en termes d'approche ou bien d'amélioration sur le plan socio-économique, cela doit être, disons, une convergence d'action de tous ceux qui sont impliqués, de tous les citoyens. Et lorsqu'on remarque que dans un secteur d'activité, il y a des choses pas catholiques qui se passent, qui se déroulent, qu'on ait cette humilité de poser le vrai problème, pas pour aller directement dans un procès d'intention, mais qu'on relève les choses et comme nous le faisons à travers ce débat. Mais lorsque on est aussi en griffe, figé sur des choses, sur des appréhensions, on en a vu des débats aujourd'hui dans notre pays, donc on a comme l'impression que l'alternance doit se décréter. L'alternance ne se décrète pas. L'alternance est dans les urnes. Et lorsque on veut gagner les élections, c'est qu'on se donne les moyens. Il va falloir qu'on ait une vision. Et lorsque vous avez une vision, vous devez vous assigner ensuite une mission. Et la troisième étape, c'est qu'il faut développer des stratégies pour pouvoir réaliser cette mission, pour espérer un jour atteindre cette vision-là. Mais lorsque nous avons des hommes politiques qui pensent que le Togo se résume seulement à la capitale, qui pensent que le débat politique est uniquement sur les radios, sur les réseaux sociaux, qui ne pensent même pas au maillage politique du territoire. Et à l'approche des élections, pour 3 semaines, ils font du bruit comme si les élections se préparent en 3 semaines et les élections vont se gagner en 3 semaines. Non, c'est un travail de longue haleine. Et lorsque un système politique est au pouvoir,
Le système politique, son premier rôle, c'est de conserver le pouvoir, le temps que ça fera. Et vous qui êtes en quête de ce pouvoir, vous devez développer des stratégies, mais pas en termes de diffamation, de démagogie. Vous devez être, même dans vos critiques, être également des forces de proposition. Moi, j'ai apprécié M. Forson. Il a fait un constat que nous tous, nous avons vu. Moi, je peux renchérir. Donc, il a dit qu'aujourd'hui, le passeport ne se faisait plus comme avant, où il fallait connaître quelqu'un, un corps habillé, avant d'avoir même le courage de se présenter pour qu'on te fasse le passeport. Aujourd'hui, tout est en ligne. Vous remplissez, vous déposez. Et la Direction générale de la documentation nationale, qui est responsable de l'établissement des passeports, fait aussi une lutte contre la corruption. Si vous allez, je ne sais pas, si M. Forson ou M. Lawson a eu encore le loisir de revenir vous toucher du doigt, ce qui se fait uniquement au niveau du service des passeports, c'est assez merveilleux. Mais moi, je donnerai un autre exemple pour étayer l'idée développée par M. Forson. Donc, on dit le temps réglementaire pour avoir, ou bien le délai, c'est 2 semaines. 2 semaines, jour ouvré. Mais aujourd'hui, moi, je peux dire, pas plus tard que la semaine dernière, quelqu'un a pu avoir son passeport 72 heures après avoir fait le dépôt. La personne même était étonnée. Mais comme les choses se passent normalement, donc il n'y a plus des agents qui vous demandent de mettre la pierre sur le dossier. Donc il y a des efforts. Et ces efforts sont dupliqués dans d'autres secteurs d'activité. Mais si cela n'est pas visible, cela ne voudrait pas dire que tout est chaotique, que tout est obscurci, que tout est sombre dans notre pays. Nous qui faisons ce débat, nous qui avons la possibilité de mener une réflexion, nous devons, après avoir fait l'état des lieux, être justement, Moïse, des forces de proposition. Mais lorsqu'on va s'éterniser dans des critiques stériles, dans des invectives contre un système politique en place, je ne pense pas que la courroie de transmission soit vraiment huilée pour que les choses passent. Et M. Forson l'a dit, gouverner, c'est prévoir, je suis d'accord, mais gouverner n'est pas chose aussi facile. Si nous, les citoyens qui sommes gouvernés, nous ne faisons pas des propositions idoines, nous ne pesons pas sur les actions politiques de nos gouvernants, nous ne les éveillons pas, nous pouvons espérer avoir le Togo comme un Eldorado. Donc c'est de la responsabilité de tout un chacun. Et lorsque j'abordais le côté économique tout de suite, dans un précédent développement, j'ai salué la contribution aujourd'hui de la diaspora togolaise. La diaspora togolaise est une force de proposition. Mais parmi cette diaspora aussi, il y a des gens qui ne veulent pas évoluer dans leur manière de concevoir les choses. Je leur concède cela. Mais nous devons être des forces de proposition aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si nous comptabilisons le fonds en termes de milliards qui est envoyé par la diaspora pour développer des projets socio-économiques dans notre pays, c'est vraiment extraordinaire. L'État ne peut pas tout faire, c'est à nous également de faire. Je suis d'accord, encore une fois, avec Monsieur Forson, lorsqu'il parle de l'établissement de ce principe de redevabilité. Ce principe de redevabilité doit être poursuivi, ça doit être développé. Moi, il y a un exercice qui s'est passé, donc je crois que c'est M. Lawson qui en a parlé, sur la gestion des fonds Covid. Moi, pour une fois, j'étais satisfait. Parce qu'il y a quelques années, 10 ans, 20 ans, le débat que nous avons suivi, ou bien le rapport que la Cour des comptes a sorti, le débat qui s'en est suivi dans un premier temps à l'Assemblée nationale, ensuite, ensemble avec les membres du gouvernement, les députés et les membres de la Cour des comptes, ce débat qui a été passé à la télévision il y a 10 ans, il y a 20 ans, on ne pourrait pas avoir déjà un acquis. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire en tant que force de proposition? C'est proposer justement que ces débats, ces cadres soient maintenus pour que le débat d'idées se fasse pour le bien de notre pays, le Togo. Donc, je parlais en termes de progrès sociaux et en infrastructure. Il y a d'autres aspects. Il y a d'autres aspects qui connaissent des succès. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons de ces succès? Est-ce que nous faisons la promotion encore de ces succès? Donc, je crois que c'est une réponse individuelle qui doit intervenir. Monsieur Forson m'a interpellé quand je parlais du port autonome de Lomé qui est devenu un hub logistique aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. C'est une fierté. C'est une fierté des États de l'Alliance du Sahel la dernière fois. Si le Togo n'avait pas ouvert ses ports avec la sanction que nous avons qualifiée de non humaine de la CEDEAO, je me dis,
que seront devenus ces peuples maliens, sénégalais et puis nigériens. Donc il faut dire, il y a des efforts qui sont faits, mais on peut mieux faire. On peut encore mieux faire, mais nous devons être dans la proposition, pas dans l'invective. Parce que le propre du Togolais, c'est critiquer pour critiquer. Et lorsqu'on a le loisir de se retrouver du côté de l'Occident, on pense qu'on est donneur de leçons. On peut proposer des choses, on peut améliorer des choses, même dans la gouvernance locale. Aujourd'hui, nous avons l'effectivité de la décentralisation dans notre pays. Aujourd'hui, les communes sont gérées aussi bien par des maires qui sont du parti au pouvoir que de l'opposition, que de la société civile. C'est déjà une bonne chose. Jean-Pierre Fabre, il gère sa mairie de Golfe 4. On a d'autres, si nous prenons la mairie de Golfe 1, qui est gérée par un autre, monsieur Gomado, de l'ANC, qui fait du bon boulot. Donc, unanimement, tous les Togolais ont reconnu que M. Gomado, le maire de la commune Golfe 1, fait du bon boulot. Donc, les exemples sont légion. Donc, c'est dire qu'il n'y a plus une concentration des charges dans les mains d'un seul parti politique. Il y a une décentralisation qui est allée même. Parce que lorsque nous parlerons des avancées Moïse de la décentralisation, il faut remonter en 2019. Il faut remonter en 2019. Et depuis 2019, le Togo a fait des pas de géant vers une gouvernance plus inclusive et efficace. Mais la perfection, je le dis une fois encore, n'étant pas de ce monde, il peut y avoir des couacs, il peut y avoir des lacunes, il peut y avoir des faiblesses. Il peut y avoir des imperfections. Mais qu'est-ce que nous devons faire en tant que Togolais? C'est transformer ces faiblesses en force, ces défauts en qualité et de corriger les imperfections et non de jeter de l'anathème sur autrui, sur les gouvernants actuels. Ils font de leur mieux. Nous devons les encourager par nos critiques constructives. Merci. Moïse. La transition est très bien trouvée. Quelles sont les propositions que nous faisons du côté donc de la diaspora? Monsieur Lawson, dites-nous vos propositions et en 2 minutes 30. Ben, vous imaginez très bien que quand il s'agit de la situation catastrophique du Togo, on ne pourrait pas faire des propositions en 2 minutes. Ça demande toute une émission pour analyser la situation du Togo dans ses détails et prendre chaque aspect et faire des propositions. Je voudrais pour une fois quand même saluer ce que M. Tété a dit en ce qui concerne la gestion, n'est-ce pas, des communes, en citant Jean-Pierre Fabre pour le travail formidable et phénoménal qu'il fait dans le Golfe 4. Le maire Gomado aussi, cette reconnaissance prouve quand même qu'il y a une certaine évolution, n'est-ce pas, dans le discours et aussi dans la reconnaissance de ce combat que mène avec beaucoup de courage Jean-Pierre Fabre et le maire Gomado et d'autres maires également. Mais on aurait également aimé voir qu'on cite aussi des maires de UNIR pour le travail qu'ils font. Ils ont, ces élections-là, le RPT UNIR par la fraude, s'est accaparé de la majorité des mairies au Togo. On veut voir également, en termes de bilan, comment, fondamentalement, ils travaillent pour pouvoir changer la vie des Togolais. Mais bon, voilà, il n'y a pas d'exemple. Les seuls exemples qu'on cite, c'est Jean-Pierre Fabre, c'est le maire Gomado. Mais là encore, pour permettre aux maires de pouvoir travailler, tout à l'heure on a évoqué la décentralisation, mais comment chaque fois le régime RPT uni change les règles du jeu, change la loi pour priver ces maires de ce que la loi leur permet, c'est-à-dire dans l'exercice de leurs fonctions, eh bien, on change la loi pour leur priver, n'est-ce pas, des leviers de transformation de la gouvernance de proximité. Il faut prendre tout simplement l'exemple du Golfe 4 en ce qui concerne la gestion je dirais, de l'EPAM, de Asigame et toute cette zone administrative, parce que c'est une zone qui, en termes de revenus est très important, eh bien, Fonia Singbe s'est arrogé le droit de pouvoir garder cette partie et de s'accaparer de cette manne en le gérant depuis la présidence. Comment on peut priver les maires des revenus et en même temps s'attendre à ce qu'ils soient à la hauteur des résultats? On a évoqué tout à l'heure la question des passeports.
Mais on oublie que avant d'arriver au passeport, il faudrait que les Togolais ont des pièces d'identité. Le recensement passé, on a dit que plus de 75% des Togolais n'ont pas de pièces d'identité et que c'est par témoignage des chefs traditionnels ou des chefs de quartier que les Togolais ont le droit à des pièces d'identité. C'est complètement ubuesque que le minimum dans la gestion d'un État, c'est de s'assurer de donner les services administratifs dont les populations ont besoin. Et si on ne peut pas donner aux Togolais, on est combien? 9 millions. On ne peut pas donner aux Togolais, aux enfants togolais, une pièce d'identité, et on vient constater que ce régime fait des efforts. Moi, je suis quand même scandalisé de voir cet angle sous lequel on veut nous amener à dire que oui, ces gens font des efforts, il faut les encourager. Moi, je ne vois rien sur toute la ligne. Parce que vous êtes en responsabilité. Vous avez des tâches à assumer. Ces tâches-là, vous devez les assumer. Et si vous les assumez, on ne peut pas vous dire qu'on voit des efforts. C'est votre responsabilité. On ne vous a pas forcé à diriger le Togo. Diriger le Togo, c'est assumer des responsabilités, c'est rendre compte, n'est-ce pas, au niveau de la reddition, au niveau de la gouvernementalité. Alors, si vous ne faites, si vous êtes paresseux, on voit Faure Gnassingbé dans les avions, il est le président qui voyage le plus dans le monde. Quelle est la retombée de ces voyages-là pour les Togolais? Toute la dépense, n'est-ce pas, de ces ministres, la corruption de ces ministres. Et quand ils font un petit truc, on vient les féliciter. Non, c'est-à-dire que si vous avez la responsabilité, vous devez être à la hauteur de votre responsabilité. Et c'est du travail civil. C'est du travail civil. Et donc, on ne peut pas... Ils sont payés pour ça. Ce n'est pas des bénévoles. Ce ne sont pas des bénévoles. Ils sont payés pour le travail qu'ils ont fait. Au moins qu'ils fassent le travail. Donc, ils ne font pas le travail. Ils sont en deçà des attentes et le résultat n'est pas là. Ils ne rendent pas compte aussi et ils s'en foutent des Togolais. Quand vous le dites, ils vous mettent en prison, ils vous tuent ou ils vous blessent. Ce n'est pas normal. Alors moi, sur toute la ligne, je ne vois pas, n'est-ce pas, de résultat. C'est complètement catastrophique. Le Togo est au fond de la piscine et il n'y a rien à dire parce que c'est une question c'est une question d'échelle, de valeur. C'est-à-dire que pour votre responsabilité, vous devez au moins assumer les attentes de votre responsabilité. Si vous dépassez les attentes de ces responsabilités, là, on peut commencer par vous féliciter. Mais vous êtes en deçà même de ce qu'on vous attend. Si je vous engage à travailler pour moi, vous n'êtes pas là en train de faire le travail. Et quand vous faites un minimum, je vais commencer par applaudir ce minimum. Non. Et c'est pourquoi moi, je ne vois pas ce que les autorités togolaises ont fait. 64 ans de gestion, j'estime que c'est complètement catastrophique. Le Togo fait partie des pays les plus pauvres, les plus endettés. Notre réussite, c'est de passer au PTTE, c'est-à-dire pays pauvres très endettés. Voilà. Le bilan, c'est que le programme national de développement, le PND, qu'on nous a annoncé à grands frais et pour lequel on est parti chercher Tony Blair ou Strauss-Kahn et qu'on paie à des milliers de dollars, c'est de l'éléphant blanc. Monsieur Tété n'est même pas capable aujourd'hui de nous citer une seule entreprise qui fonctionne au Togo, une seule qui fonctionne pendant tous ces 60 ans de gestion. Pas une seule, tous les entreprises sont des éléphants blancs, ou encore c'est dans les mains des étrangers, c'est dans les mains des étrangers, et plutôt c'est des dépenses faramineuses. Le palais de Gnassingbé père à Pia a coûté quelque chose comme 7 milliards. Le palais Lomé 2 a coûté quelque chose comme 11 milliards. Et le palais qu'a construit Faure Gnassingbé est de plus de 200 milliards. Voilà, nous sommes dans ces ordres de chiffres, alors que l'hôpital togolais, et Sylvanus Olympio, les Togolais meurent chaque jour, faute tout simplement d'anesthésie, faute de coton, faute mais c'est incroyable. Alors, moi, je ne vois pas
d'avancer. Tout ce que moi je vois, c'est que ce pays-là est au fond de la piscine et la solution, c'est qu'il dégage. C'est que ce régime-là dégage parce que le résultat a été catastrophique sur toute la ligne. Ils sont incompétents. C'est une corruption à haute dose. 20 secondes, s'il vous Quand un plaît. ministre, je termine là, quand un ministre vient nous dire qu'il a acheté avec l'argent du Covid pour 8 milliards pour des sacs de riz, et on n'a pas vu un seul sac, vous comprenez que on ne peut rien attendre de ce gouvernement, que ce gouvernement-là, ce n'est que, je dirais, de la mafia. Merci. Et quand on nous dit que Merci. le Togo produit du pétrole, non, Ne c'est soyez pas important, trop M. fort, M. Agbénina. Lassane. On nous dit Vous que connaissez les le règles de la Togo produit du déontologie de pétrole. notre média. Regardez dans le budget national si vous voyez la trace de ce pétrole. Les phosphates, regardez dans le budget national si vous voyez la trace de ça. La richesse des Adema Peramura était de 4 000 milliards personnels. Son fils en 20 ans l'a multiplié par 5. Il a 20 000 milliards. Ça équivaut à la dette du Togo. Vous voyez? Et donc, quand on vient me dire qu'il y a des efforts qui sont faits, quand il y a qu'il faut les encourager, il faut les encourager dans quoi? Dans la corruption? Dans la violence systématique, dans la fraude. Merci, Monsieur Forson, le temps est épuisé. Et vu que vous avez beaucoup interpellé, Monsieur Credo, dans le braquage je vais lui permettre de répondre en 30 secondes. Je pense qu'il faut tout simplement chasser ce régime et qu'il faut changer de gouvernement. C'est comme ça que le Togo va se donner les chances d'un renouveau, parce que là, tous les Togolais vont s'asseoir, n'est-ce pas, trouver un consensus pour relancer le pays. Je terminais pour la diaspora. On va revenir sur la diaspora, Monsieur Lassane, s'il vous plaît. Vous avez interpellé Monsieur Tété Credo sur beaucoup de points. Je vais lui permettre d'aller très rapidement puisque nous voulons faire une pause. Alors, Monsieur Tété Credo, en 30 secondes, dites-nous par rapport à ces interpellations que vient de faire Monsieur Lassane rapidement. Non, mais moi, je voudrais juste faire une précision parce que j'ai comme l'impression que M. Lawson a travesti mes idées tout de suite quand je citais des maires qui sont de l'opposition, mais qui participent dans le cadre des avancées de la décentralisation à la gestion des affaires des communes de la cité. Je n'ai pas parlé de la gestion de M. Jean-Pierre Fabre en termes de Châtillon, mais j'ai donné l'exemple qu'il est le maire aujourd'hui de Golf 4 et qu'il fait du travail là-bas. Donc là, et moi, je porte la responsabilité parce que j'ai félicité l'autre maire, M. Gomado, qui est toujours de l'ANC, mais qui fait un travail assez formidable au niveau de Golf. Il y a des maires unir aussi. Il y a des maires même qui sont des indépendants qui font d'énormes travail. Mais j'ai voulu juste donner ces deux exemples pour dire les opposants ou bien les hommes politiques qui critiquent le système en place ont aujourd'hui cette opportunité de participer à la gestion des affaires de la cité. Et moi, je suis totalement resté sur ma soif parce que je m'attendais à ce que M. Lawson, avec sa carrure d'économiste, puisse nous proposer des approches de solutions et non se dire qu'il n'en fait pas parce qu'il faut dégager. Non, je crois que le langage doit évoluer également si nous voulons réunifier notre pays, si nous voulons que les choses se passent dans les règles de l'art, si les choses se passent comme cela se doit. Nous devons également évoluer dans le langage. Donc, c'est juste cette précision que je voudrais faire respectueusement, mais dire que répéter encore, la perfection n'est pas de ce monde. Comme je peux contribuer, M. Lawson peut contribuer, M. Forson peut contribuer. Je ne suis pas dans ce débat en tant que membre du gouvernement, mais en tant qu'analyste politique. Pour qu'on me dise, je n'ai pas cité un exemple. Alors, on a saisi votre position. Alors, rapidement, nous sommes à la fin donc de cette partie de notre émission. Monsieur Koué-Forson, nous sommes là pour trouver des solutions, surtout sur le plan socio-économique de notre pays, le Togo. 64 ans après, quel est l'avenir donc du Togo? 64 ans après, que dites-vous de cela en 2030? Juste après, on ira à la pause. Ben, tout d'abord, je remercie Credo pour une chose. Nous avons arrivé à un stade où il faut arrêter de se plaindre. Il faut arrêter de dire que ceux qui sont là-bas
Ils n'ont rien fait. Même un fou, dans un lieu qui passe tous les jours, vous le voyez. Le jour où il ne sera pas là, son absence va vous interpeller. Sa présence veut dire quelque chose au fait. Donc, on arrête aussi ça. Passer son temps à se plaindre, à s'offusquer de l'arbitraire et de l'injustice du système Gnassingbé est une chose. Se décider à le combattre avec intelligence, pacifiquement, à la mise en valeur de l'intelligence et la compétence est un autre aspect, encore trop peu considéré par de nombreux acteurs togolais qui se contentent de promouvoir leur propre image à l'aune de les actions et les injustices criades du pouvoir Gnassingbé. La partie du peuple togolais réputée, peureuse, poltron, qui croit ne pas faire de la politique se trompe. Les louanges et autres invocations spirituelles n'ont aucune chance d'aboutir sans une action personnelle et concrète. Un engagement concret pour défendre le bien commun qui est le Togo. Et surtout, la transformation du Togo est un défi collectif. Donc je rejoins Credo. Un engagement collectif pour une contribution à la future, j'appelle future transition, qui va s'opérer bientôt dans le pays. Une offre de compétences, de services de tous les Togolais et une refonte de l'organisation du processus électoral. Le temps est venu d'en finir avec la comédie des observations électorales et terminer invariablement avec la légitimation des données falsifiées et invariablement fournies pour que le pouvoir politique reste éternellement au pouvoir. Quant aux propositions que je voulais faire, aujourd'hui, comme l'a dit, souligné tout à l'heure M. Keto, il y a eu des élections locales. Les maires sont en activité. Mais le problème du Togo, c'est qu'on a restreint un tout petit peu, comme l'a dit M. Lofson, l'attribution des maires. Et ça, c'est que je pense que le pouvoir doit refaire. Laissez le maire agir, contrôler, mais essayer de faire en sorte que les maires, là je fais une proposition en credo, les maires puissent travailler avec la diaspora en symbiose, afin que nous puissions avoir des jumelages, non pas seulement pour la vie de Lomé, mais tout Togolais résidant à l'extérieur, qui peut apporter dans son village, dans son quartier, doivent actionner ces mouvements pour pouvoir créer des jumelages pour aider chacun des villageois où qu'ils se trouvent. J'avais proposé, il y a en 2019, j'étais le président du CODEV, qui veut dire le co pour c'est pour les Togolais de la diaspora qui veulent travailler avec l'Union européenne afin d'associer les associations togolaises partout et faire en sorte que les associations puissent participer et aider la nation togolaise. Nous avons proposé en ce moment précis un bureau unique qui est en ce moment précis au Togo, au bureau de la diaspora. Nous avons travaillé pour ça. Mais force est de constater que le manque de rigueur, le manque de sérieux entre Togolais, la confiance mutuelle que nous n'avons pas, fait en sorte que nous nous méfions. Et ça, si nous voulons construire demain un pays qui est un mouvement collectif, un bien commun, avec un amour commun, nous devons faire taire nos égos. Et que pour les gouvernants, je voulais leur dire une chose. Vous avez longtemps resté au pouvoir, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas améliorer votre gouvernance. Vous pouvez améliorer votre gouvernance en intégrant et en créant la confiance. On ne peut pas créer la confiance si les Togolais viennent et qu'on les arrête. Les Togolais ramènent des projets et qu'on détourne ces projets pour faire autre chose. Si les Togolais ramènent des investisseurs et que ces investisseurs sont détournés, alors que vous n'êtes pas à la base de la création, vous n'êtes pas la base de l'instigation, des projets institués, vous n'êtes pas la base. Donc quand vous voulez le projet de quelqu'un, vous ne pouvez pas aboutir. C'est ce genre de choses qu'il faut améliorer. C'est ce genre de choses qu'il faut améliorer. J'avais aussi proposé qu'on crée une banque d'investissement de la diaspora. On peut avoir des banques locales dans tous les villages et réuniront les
les jeunes qui sont à l'extérieur peuvent créer une banque locale pour aider les citoyens de leur localité. Travailler avec les maires et avancer ensemble. Le Togo a besoin de nous tous. Et pour réussir, nous devons fusionner nos forces. Et la diaspora ne peut pas être écartée. La diaspora a besoin d'une crédibilité et surtout d'une action du gouvernant pour œuvrer. Merci. Mais on ne peut pas faire ça si, je dis bien, s'il n'y a pas une dose d'humilité de part et d'autre. La diaspora ne maîtrise pas tout. Et le terrain aussi, c'est à la fusion qui permettra aux Togolais d'aller de l'avant. Je vous remercie. Merci à vous d'être avec nous. Merci, monsieur Kweforson. Merci à tous nos invités, à vous, tous ceux qui nous suivez sur YouTube, nécessairement sur afrowebtv.com/live. Nous vous remercions. Restez toujours des nôtres. On va faire une pause donc de 30 secondes et revenir juste après. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur AfroWeb TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine AfroWeb TV? Contactez-nous sur le +1 319 462 89 79 ou sur le www.afrowebtv.com. Merci de soutenir votre chaîne AfroWeb TV par Cash App ou par Zelle sur le +1 319 462 89 119 ou par PayPal sur afrowebtv2020@gmail.com. AfroWeb TV, c'est l'Afrique qui gagne.